RFI. Este ora 11 și 23 de minute la RFI. Bună dimineața tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi, pentru că astăzi vom vorbi despre un mini-festival francofon, dar elvețian. Mini-festival suisse, Regard sur la Roumanie, este titlul lung al acestui festival, care ne este adus la București de librăria Chiralina și de Filit, Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași. Nu pot decât să mă bucur că putem demonstra tuturor că francofonia are multe valențe, iar la acest festival veți vedea că invitații sunt extrem de interesanți, pentru că toți au origini românești, toți scriu în limba franceză și cu toții vor fi în București în următoarele zile. Așa că despre acest festival vom vorbi astăzi împreună cu Elena Diaconu, directoarea librăriei Chiralina, și cu unul dintre scriitorii pe care îi veți putea întâlni în cadrul acestui festival, Eugène. Bonjour. Bonjour, bună ziua! Bună ziua! Aici în studioul nostru, o piesă, una din piesele lui Eugène, o veți putea vedea în această seară, începând cu ora 18 la Teatrul Național București, la sala Media, Lettre à mon dictateur. Dar eu zice să începem întâi cu Elena, care să ne prezinte puțin miza acestui festival, invitații săi. Ce idee splendidă! Felicitări! Bună ziua, Mihaela, mulțumim. Este, într-adevăr, îmi place că ai subliniat diversitatea francofoniei. Cred că de multe ori când intră lumea la Chiralina, se gândește doar la Franța. Ori cărțile în limba franceză pe care le avem la librărie vin din multe orizonturi culturale și evident că Elveția e un punct important de producție de idei și de ficțiune și cred că nu îi acordăm îndeajuns de multă atenție, așa că ne-am hotărât anul acesta pentru Luna Francofoniei să-i acordăm, să punem multe reflectoare pe această francofonie elvețiană, cu un unghi de intrare, această legătură cu România, pe care o găsim, iată, la mai mulți autori. E foarte interesant de văzut că nu e vorba de un caz izolat, ci putem chiar să ne gândim la un fel de școală. Nu știu dacă poate e un cuvânt nu foarte potrivit, fiindcă nu sunt neapărat legături estetice atât de puternice între autorii, sunt foarte, foarte diferiți, dar au cu toții această origine română. Și ne-am spus, haide să ne uităm la literatura francofonă elvețiană, contemporană, prin acest unghi al legăturii cu România. Ideea a venit la Filit anul trecut, eram cu librăria în octombrie trecut la Filit și vorbeam cu Monica Salvan, care e responsabilă de relații internaționale acolo. Ea se ocupă să invite autorii străini și îl invitase, iată, pe Eugène în ediția din 2025 a Filit. Cred că este singura la care n-am venit. Da, așa, de la demararea festivalului. Dar l-am adus pe Eugène la București tocmai ca să te bucuri de prezența lui. Și Eugène la Filit a avut mai multe întâlniri și cu elevi de liceu, așa cum Filit are bunul obicei să facă. În schimb, Monica mi-a vorbit de această adaptare a textului lui Eugène, Lettre à mon dictateur, pe care Eugène a făcut-o pentru teatru. Și atunci, vorbind într-o seară de Filit, mi-am zis, ar fi interesant să aducem piesa de teatru la București. Mi se pare că e un aspect important al francofoniei, nu? Cum se transformă textul scris în text vorbit, în text prezentat pe o scenă și plecasem cumva cu această idee destul de ambițioasă, dar unică, să zicem. Și încet vorbind, Monica Salvan mi-a vorbit de Raluca Antonescu, care fusese și ea la Filit cu câțiva ani în urmă. Amândouă ne-am gândit la Marius Daniel Popescu, care, iată, e cunoscut pentru această dublă viață de autor și șofer de autobuz la Lausanne. Care mi se pare absolut extraordinar, pentru că el
după ce a devenit foarte cunoscut și în Elveția și în România, a continuat să practice această meserie. Cred că e o dublă, duce o viață dublă, să spunem așa. În continuare duce această viață dublă și a luat concediu de la compania de transport din Lausanne pentru a veni la București. Și va fi mâine în studioul nostru și mulțumesc foarte mult că ne-ai intermediat această revedere. Așa, scuze. Dar revin pentru a numi a patra invitată a festivalului, Isabel Flückiger, care e un nume care poate nu e cunoscut în România încă, fiindcă nu a fost nici tradusă cum a fost ceilalți, nici nu a mai venit în România în calitate de autoare. Isabel are o poveste un pic diferită, în sensul că ea s-a născut în Elveția, e singura din cei 4 autori care s-a născut în Elveția, dar a continuat să vină în România în copilărie și a reluat legătura cu România adult fiind. Iar ca să spun un pic din biografia și celorlalți autori, Eugen și Raluca Antonescu sunt născuți amândoi în România, dar au plecat foarte devreme în Elveția, au plecat copii fiind în Elveția, familiile au emigrat sau aproape fugit, depinde cum vrem să prezentăm situația, iar Marius Daniel Popescu a plecat adult în Elveția. Și iată, în 1990, imediat ce a putut să plece. Și iată că avem 4 autori cu 4 povești diferite, cu 4 relații diferite cu România, care pot să aducă diferite fațete la iveală ale relației cu o țară, a părinților, o cultură a părinților sau relației cu o țară în care am crescut și am trăit până să ne mutăm în altă parte. Vorbim de exil sau vorbim de emigrare, ce facem cu o limbă pe care am învățat-o copil și apoi nu mai vorbim sau am învățat-o ca Marius Daniel Popescu, a fost limba noastră până la 27 de ani, cred că avea când a plecat. Și cum începem să scriem în altă limbă. Și cum ni se reconstruiește o istorie în mintea noastră și cum o redăm celorlalți. Asta mi se pare interesant, este cazul lui Isabel Flückiger, pentru că ea n-a cunoscut România propriu-zis, însă a venit în România pe urmele părinților, mamei și a bunicilor ei și a descoperit o țară pe care nu știa decât din povești și a început să scrie și despre lucrurile astea, învățând, de fapt. I-a învățat despre România cum înveți la școală, cum învățăm noi despre Franța la școală. Da. Te rog. Nu, cred că e important ce spui legat de cum învățăm despre o țară, ce învățăm, nu? Eugen, care e cu noi, are o familie care i-a transmis foarte mult povestea de plecare din România și povestea României a fost prezentă pentru el. A și plecat la 6 ani, deci sunt amintiri destul de palpabile rămase în mintea lui, pe când Isabel, iată, a avut, ea spune că mama ei i-a transmis sarmalele. Asta a fost principala moștenire legată de cultura română. O moștenire importantă cu siguranță, dar se simte cumva regretul că n-a avut alte intrări în cultura română, limba română, nu știu, figuri culturale sau povești din familie. Totul a fost destul de a fost pus deoparte, iar ea ca adult s-a gândit că vrea totuși să cunoască această istorie, fiindcă face parte din ea, ea spune, chiar fiind, continuând să trăiesc prin mine poveștile strămoșilor mei și e o modalitate de a vedea lucrurile care diferă destul de mult de cea a Ralucei Antonescu, de exemplu. Asta cred că e important de menționat, adică am spus-o, dar poate să nuanțăm, faptul că fiecare din cei 4 scriitori este într-un univers ficțional și univers estetic diferit, dar citindu-i avem
cum ar veni piese dintr-un puzzle. Ce înseamnă identitatea? Ce înseamnă identitatea noastră, a părinților noștri? Cum se construiește ea? Cât ține de ce am trăit copii și cât se adaugă pe măsură ce creștem, pe măsură ce adulți fiind ne scriem propria poveste. Și asta între cele două țări, Elveția și România. Letra mon dictator va deschide în această seară festivalul. Eu sunt atât de fericită că ați reușit să adunați așa evenimentul și că se va construi atât de frumos în aceste 3 zile, 4 zile cât toată lumea va fi la București, că sper să vină multă lume să vă vadă și să vă asculte în primul rând. Da. Eugène, bonjour! 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 Să vă cunoaștem mai bine, în română, în franceză, cum vreți să ne povestiți. Bon, on va essayer en français. Alors. Donc, je suis venu en Suisse à 6 ans, et puis je suis beaucoup plus lausannois que roumain finalement, mais quand même, la Roumanie était vraiment très présente dans la famille. On parlait roumain à la maison, et puis c'est exactement ce que dit Hélène. Vers l'âge de 12 ans, je voulais plus qu'on parle en roumain à la maison, je parlais en français, je disais à ma mère, mais parle-moi normalement, c'est-à-dire en français. Ma mère était assez choquée. Et puis, en 89, je suis devenu suisse. Et j'ai fait un voyage en Roumanie parce que je veux savoir d'où je venais. Mon nom de famille, c'est Meltz. Ça n'a pas du tout de consonance roumaine. Je me suis dit, je risque rien. Je me sentais vraiment très au-dessus des lois. J'ai été en juillet 89 en Roumanie et j'ai découvert que, en fait, je comprenais tout. Donc, je parlais la langue de 22 millions de personnes à l'époque. Je me suis remis un peu au roumain. C'est comme je me suis dit, mais j'ai un trésor en moi et j'en fais rien. C'est trop bête de l'abandonner. Alors que j'ai appris pendant 10 ans l'allemand, mais je le parle beaucoup moins bien que le roumain que j'ai toujours parlé à la maison. Je peux comprendre. Ouais, je peux comprendre. Et puis, c'est ce compliqué texte, l'allemand. Oh là là. On est d'accord. Oui. Lettre à mon dictateur, il est sorti il y a 4 ans. L'idée d'écrire à Ceausescu une longue lettre, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Je participais à un projet c'était juste un petit projet. Il y avait une classe de Vevey qui écrivait une lettre inédite, jamais écrite. Puis un théâtre, le théâtre Le Reflet à Vevey, allait mettre en contact une vingtaine d'écrivaines et d'écrivains. Puis nous disons, vous allez recevoir une lettre inédite, vous en faites ce que vous voulez. C'est écrit par une jeune personne, 13, 14 ans, et puis vous décidez ce que vous lui donnez des conseils, vous rebondissez, vous faites ce que vous voulez. Puis j'ai reçu une lettre qui m'avait énormément touché. Je m'attendais à rien, mais la lettre, c'était une fille qui disait... Elle écrivait une lettre à son grand frère ou sa grande sœur qui n'avait jamais existé. Parce que sa mère lui avait annoncé, écoute, t'aurais dû avoir un grand frère, mais papa ou une grande sœur, papa trouvait que c'était trop tôt, et puis on a fait un avortement. Et donc, elle regrettait que ce grand frère ou cette grande sœur n'existe pas, il aurait pu confier des secrets, etc. Se sentir protégé. La définition de la nostalgie, en fait. C'est ça, non? Du coup, oui. On est nostalgique de quelque chose qu'on n'a pas connu. Ouais, c'est exactement ça, la nostalgie. Et moi, ça faisait écho en moi, parce qu'un jour, ma mère m'a dit qu'elle avait déjà eu un enfant, puis elle était enceinte de moi, puis elle ne savait pas quoi faire. Elle était désespérée, parce que c'était en 69. Elle voulait ne pas garder, mais l'avortement était interdit. Il y avait le décret qui interdisait l'avortement. Donc, il m'a dit, ben voilà, t'es né. Je t'ai gardé. Voilà. Et je ne sais pas quoi faire de cette info. Alors, j'écris à cette jeune élève pour la remercier, la féliciter de oser écrire un fantôme, quelqu'un qui n'a pas d'adresse, un grand frère ou une grande sœur inexistante. Puis après, je me suis dit, mais elle est plus courageuse que moi, elle. Elle s'adresse à quelqu'un d'inédit. Moi, je ne fais pas. Alors, j'ai écrit 5 lignes à Ceausescu pour lui dire, OK, je te dois la vie, mais c'est tout ce que je te dois. Ça fait 30 ans que tu es mort. Continue, tu fais ça très bien. Reste là où tu es. Et puis, je me suis jamais adressé à quelqu'un en me réjouissant qu'il soit mort. C'était vraiment pas moi. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai plus que 5 lignes à lui dire. Et donc, j'ai commencé à écrire une longue lettre. Et chaque soir, c'est comme si je le convoquais à ma table de travail pour lui écrire un petit peu. Quand je comprenais pas la situation, je me dis, OK, Ceausescu, je te laisse un peu dormir. Je vais me renseigner sur le système économique, sur pourquoi il était si souvent invité dans des pays étrangers. On l'aimait beaucoup, ce président qui n'était pas aligné sur Moscou. Comment il s'en sortait? Enfin, très bien, il s'en sortait. Et quand je comprenais pas, je me documentais.
Du coup, un lecteur qui découvre ma lettre, il peut apprendre des choses sur la Roumanie, surtout s'il vivait en Suisse, peut-être pas en Roumanie. Mais quand même, la jeune génération peut aussi apprendre des choses sur comment ça se passait. Et ce qui est intéressant dans la lettre, c'est que après qu'il soit fusillé, c'est moi qui sais des choses plus, je sais plus sur lui. Je peux lui expliquer ce que c'est qu'un ordinateur, qu'est-ce que c'est qu'un réseau social, le fait qu'aujourd'hui on donne spontanément des informations qui avant ont été considérées comme privées, et puis quelqu'un qui nous surveille aurait mis beaucoup de temps à essayer de les trouver. Des inspecteurs de la Stasi, l'équivalent est-allemand de la Securitate, disaient mais s'il y avait eu Facebook à notre époque, ça aurait été génial. Les gens spontanément disent pour qui ils votent, où ils partent en vacances, ils parlent de leur religion, de leur nouveau travail, plein d'infos. On les donne spontanément aujourd'hui. Alors qu'avant, c'était juste de la vie privée. Donc, je peux lui raconter tout ça. Ceausescu, il y a ça qui apparaît dans le livre. Puis je fais dans le livre, je fais le bilan entre ce que je lui dois évidemment beaucoup. Puis j'ai l'impression qu'il me doit aussi un peu, parce que j'écris un autre livre qui s'appelle La vallée de la jeunesse. J'étais souvent invité dans des écoles pour parler de ce texte. Puis je me suis retrouvé dans des classes à Genève, à Lausanne, à parler de Ceausescu à des élèves qui n'avaient jamais entendu parler. Donc c'est comme si je lui donnais un petit supplément de mémoire. Je le sors de l'oubli, où il est en train de tomber, pour évoquer ce dictateur. Alors, est-ce qu'il faut parler des anciens dictateurs ou pas? Moi, je laisse la question ouverte. Moi, à mon avis, oui, mais chacun décide qu'est-ce qu'on doit faire avec le passé proche ou le passé d'un autre pays. Est-ce qu'il doit subsister ou pas? Et l'histoire de la mise en scène, c'est la compagnie Faiseur de mots. Oui, c'est... Alors parce que vous avez écrit un livre, mais vous êtes aussi dramaturge, vous écrivez aussi des pièces de théâtre, vous êtes parolier, enfin vous avez été dans une autre vie. J'ai une surprise pour vous, on va la mettre plus tard. Et pour l'être à mon dictateur, je décide de jouer mon propre texte, je me joue. Donc je fais tous les personnages. Moi à 6 ans, ma mère, mon père, Ceausescu qui décrète des horreurs, un douanier français qui m'interpelle à l'âge de 17 ans, parce que je n'avais pas de nationalité suisse, j'étais apatride, mes parents avaient dû renoncer à leur nationalité roumaine. Puis j'ai voulu faire un voyage pour traverser la France, puis il me disait, mais qui êtes-vous, monsieur? Je ne comprenais pas qui j'étais. Et je joue tous les personnages, puis il y a quelque chose de touchant à jouer tout le monde, faire ma vie en 1h15 de spectacle. Puis il y a une mise en scène, c'est Christian Denisard et Loredana von Allmann qui m'ont appris à jouer, passer d'un personnage à l'autre. Ils m'ont fait les accessoires. Il y a le palais de Ceausescu. Le Christian Oui. Qui est votre copain depuis l'âge de 12 ans? C'est le même. J'ai écouté une interview de lui où il parlait de vous, mais j'ai pas pris d'extrait de cette interview. Mais si vous mettez les casques, là on va écouter quelque chose. Écoutons. Si vous mettez les écouteurs. Chez moi, le vieux fusil de Zapata. Je veux rien savoir des ailes d'Icar, ni savoir le prix de l'or noir. Soyez bons, gardez les révolutions pour le temps béni des flocons, pour le temps béni des glaçons. Il fait trop chaud pour faire le héros. Je veux des glaçons, pas des idéaux. La sueur noie mon cerveau. Par pitié, sortez-moi de ce bûcher. Jeanne d'Arc, elle, c'était son métier. Moi, je veux juste passer l'été. Qu'il est sage de n'être qu'une braise des plages, pendant qu'en bas, gris comme un toast, la trop belle âme du docteur Faust. En mai, la plage est sous les pavés. Alors, ça s'appelle Saccharine. Saccharine. Pardon? Le groupe s'appelle Saccharine. Saccharine, ça s'appelle le groupe. Là, c'est le morceau, c'est Farniente. Farniente. Et là, je vous ai vu quand vous étiez jeune. Vous aviez beaucoup de cheveux sur la tête. Pardonnez-moi. Et danser, alors c'est quelque chose d'assez rare, avoir un groupe comme ça et avoir un chanteur, on est habitué, mais avoir un danseur qui monte sur scène et qui fait toutes sortes de mouvements comme ça, on dirait de la danse contemporaine presque. Racontez-moi, c'est une autre vie, ça, c'est une autre vie, mais c'est votre compagnon de longue date en fait. Oui, Christian, on écrivait les paroles à deux, soit lui, soit moi, les chansons.
Et puis moi, j'ai aucune oreille musicale, donc ça servait à rien que je chante, mais je les ai accompagnés sur scène. J'ai fait un concert, puis je trouvais tous bien, puis moi j'étais enchanté. Donc il y avait un podium, puis je dansais dessus. Je dansais dans une cage d'oiseaux, dans un sac élastique. J'avais différents accessoires. Et j'étais sur scène pour la moitié des titres. Et il y avait une joie immense, puis de l'énergie. C'était le plaisir d'être en concert. J'avais vraiment la tête dans la musique rock. Cette chanson n'est pas très rock, mais toujours est-il que. Et ça m'a bien appris. Le track, je ne l'ai plus, parce que j'avais surtout le track durant Saccharine. C'est-à-dire que les gens, au bout d'une chanson, se disent « c'est mieux avec un danseur que sans ». Donc j'avais une chanson pour convaincre que c'était bien qu'il y ait quelqu'un qui gesticule là-bas au fond à droite sur scène, que ça valait la peine qu'il y ait ça. Après, pour faire des lectures, pour prendre la parole en public, il y avait un tel trac du temps de Saccharine que c'était vraiment une très bonne école. Maintenant, je le fais volontiers, puis rien ne me fait peur, j'ai pas de trac, ça va. Je vous ai vu sur quelques spectacles, j'ai vu quelques vidéos comme ça. Je vous ai imaginé beaucoup plus grand. Je vous dis la vérité. Non, mais c'est vrai. Okay. Je me suis dit, je vais avoir affaire à un basketballiste, quelqu'un de très très grand, parce que vous faites très très grand par rapport à vos collègues. Et puis en fait, vous avez une manière de danser, d'occuper toute la scène, occuper le terrain. Et vous étiez tous pieds nus. Non. Souvent? Non, pas souvent. En tout cas, sur la vidéo de cette chanson de Farniente, de Farniente, vous étiez tous pieds nus. Bon, ça nous semblait bien, vu qu'on parlait de plage et puis des révolutions et des idéaux qui ne nous intéressent pas parce qu'il fait trop chaud. C'est marrant, quand j'ai découvert ça, il y avait une contradiction parce que d'abord, j'ai lu Lettre à mon dictateur et c'est le seul livre que j'ai lu parmi ceux que vous avez écrits. Et puis, j'ai eu au début, je me suis dit, il y a un mélange d'humour noir, mais aussi on sent une forme de rage à l'intérieur dans ce livre. Et ça a été une lecture très compliquée pour moi parce que moi je suis là, je suis née à Bucarest et j'ai grandi et j'ai vécu à Bucarest. J'ai un peu moins d'un an plus que vous, donc je connais très bien les choses dont vous parlez comme ça de loin. Et ça a été assez bouleversant parfois de retrouver votre manière de décrire ce que nous avons vécu de l'intérieur. Et puis donc je reste avec cette impression de cette rage intérieure et puis je découvre que vous êtes parolier, que vous écrivez des textes drôles, que vous avez été chroniqueur sur des émissions de radio. Donc je peux vous dire chers collègues. Voilà. Non mais c'est ça. Donc j'ai l'impression que vous avez eu plusieurs vies, en fait. Et vous avez été même le président de la Société des écrivains suisse. Société suisse des écrivains. Société suisse des écrivains. Ce qui montre bien leur ouverture d'esprit, puisqu'ils ont mis président un type qui n'est pas né en Suisse. Bah oui. Et donc, j'étais président, puis j'ai travaillé 4 ans là-bas. Sur scène, pendant le spectacle, je fais 1 minute de danse. Généralement, durant mes lectures, il y a 1 minute de danse. Je pars du principe que si je prends la parole, je ne suis pas une voix, je suis un corps. Il faut que je fasse quelque chose de mon corps. C'est le grand classique. Qu'est-ce qu'on fait de nos mains? Exactement. Alors, il ne faut pas croiser les bras devant les gens, par exemple. Il faut faire attention. Le corps exprime quelque chose. Donc, il ne faut pas dire juste une voix, faites pas attention à mon corps. Non, il est là. Et puis, je dois voir si j'ai un micro ou pas. Comment je m'adresse aux gens, ça fait partie de la prise de parole. Alors, il y aura 1 minute de danse. Et puis, le reste, je fais une 30aine de personnages. Je passe vite d'un personnage à l'autre. Donc voilà, un grand monologue quelque part. Oui. Du coup, ça devient un monologue intense. Je veux pas oublier Elena, ici présente. Peut-être qu'elle veut vous poser des questions en direct, donc qu'elle se sent libre. Je dois saluer aussi la présence, mais on va pas le montrer, du jeune Bogdan qui a un nom roumain, mais qui ne parle pas roumain. Non. Donc vous imaginez, dans 20 ans, quand il sera probablement un génie où il va faire un truc extraordinaire et que toute la planète va parler de lui, vous savez d'avance ce qui va se passer. On va le revendiquer. On va dire le jeune Bogdan roumain. De Roumanie, on est d'accord. Oui. Non mais roumain, tout court, peu importe.
il sera roumain, donc il faut qu'il s'adapte déjà à cette idée. Je vais l'expliquer. Elena râde, nu știu de ce. Je pensais que, comme Isabelle Flückiger, il va se mettre à remonter les traces on va dire, de sa famille. La roumaine Isabelle Flückiger. Oui, non, mais c'est un peu normal. Vous avez une once de sang roumain, vous restez roumain pour toute votre vie et toutes les autres générations après vous. C'est comme ça, il faut s'adapter. C'est une question, excuse-moi Mihaela, c'est une question que j'ai envie de poser à tous nos invités. De comment eux ils se présentent et je sais que voilà, demain soir on aura une rencontre avec Isabelle Flückiger à la librairie Kiralina à 18h et c'est une des questions que j'ai déjà préparées. Comment elle se présente en Suisse? Est-ce qu'elle fait mention d'origine suisse, d'origine roumaine, de racines roumaines? Est-ce qu'elle parle du fait que sa mère est roumaine, mais elle se présente pas elle-même? Enfin, comment toi, Eugène, tu te présentes? Est-ce que la Roumanie fait partie de l'identité? Oui, c'est sûr que oui. Au début, il y avait des articles dans les journaux, je voyais qu'on trouvait que j'avais pas l'humour suisse roman. C'était un humour qui venait d'ailleurs. On disait que je suis d'origine roumaine. Ah, d'accord, d'origine roumaine, ça devient plus clair. Je ne comprenais pas moi-même ce qui était plus clair aux yeux des journalistes. C'est sûr que c'est une bonne question. Mon épouse vient de Russie, de Saint-Pétersbourg. Donc pour elle, elle vit un enfer depuis 4 ans, depuis que la Russie a envahi l'Ukraine. Elle n'a jamais voté pour Poutine et puis c'est au nom de Poutine que cette guerre se fait. Donc mon épouse est russe. Notre fils parle russe et français à la maison. Je lui apprends plutôt le français que le roumain. Pourquoi? Pardon. Parce que ça faisait beaucoup de langues. Ça faisait 3 langues. Petit, il peut apprendre tout. C'est vrai, il pourrait. On va voir après ce voyage si... Alors, il nous dit quelque chose. Attention. J'apprends le français, le russe non, puisque je sais à peu près le parler. Oui. L'anglais, puis l'allemand. Ah ouais, l'anglais et l'allemand. Et l'allemand, est-ce que tu parles mieux l'allemand que ton papa? Non. Non, pas encore. T'as le temps. Ok, bon, merci. Mais l'allemand, c'est une langue qui m'intéresse moins. L'allemand, c'est une langue qui t'intéresse moins. Il y a des grands classiques bien aussi, langue allemande. Mais bon, est-ce qu'il va faire lettres plus tard? Moi, c'est plus l'anglais. Ouais. Alors, bon, on va revenir à Bogdan un peu plus tard. D'ailleurs, vous l'appelez Bogdan avec un accent roumain ou plutôt comment? Je l'appelle Bogdan. Bogdan. Je sais pas. Est-ce qu'on prononce le N correctement à la roumaine à la fin ou... Bon. Ça pourrait être polonais aussi, Bogdan. Oui, il y a plein de Bogdan. Plein de Bogdan partout. Pardon. Donc, revenons à vous. Donc, vous, quelle identité? Surtout, ce qui compte, c'est la langue française. Je me sens à l'aise en français, dans les niveaux de langue de la langue française. Si j'arrive à faire de l'humour dans une langue, je me sens à l'aise. Jouer avec les références, les codes, changer de niveau, justement. Et je fais ça avec Bogdan souvent. Donc, ce qui compte, c'est plutôt parler en français, on dirait. C'est un peu ça, mon pays. Donc, si j'arrive de temps en temps à parler français, je me sens à la maison. Parlons un peu de la reconstruction de l'histoire du pays que vous avez quitté. Parce que vous parlez de ce pays. Il y a quand même des souvenirs, non? Peut-être pas beaucoup, mais quand même. Quand je suis parti, on m'avait dit que je rentrerais jamais parce qu'il y avait la dictature et puis c'était impossible d'y revenir puisqu'on était traître à la patrie. Donc je me suis dit que je ne reverrais jamais le pays. Puis quand j'avais un souvenir qui revenait, c'était comme de l'or. Je me souvenais du parc Tichmidji où je jouais avec mon frère. Tout à coup, des images me revenaient. Et puis voilà, je suis devenu suisse et j'avais le droit de revenir au pays. Donc je suis revenu et je suis retourné dans le quartier de mon enfant. J'ai vu, c'est Obor. J'ai vu les maisons là-bas. Ça m'avait vraiment choqué de voir le niveau de vie par rapport à la Suisse en 89 déjà, qui était très différent. Et après, je suis revenu plusieurs fois en Roumanie avec ma mère, aussi avec mon frère. Je suis revenu, mais je connais des Roumains qui vivaient en Suisse, qui, eux, ils ont acheté un appartement, ils ont acheté à la campagne ou bien à Bucarest pour avoir un pied-à-terre et revenir régulièrement. J'ai jamais fait ça, en fait. Vous avez une forme de nostalgie du pays ou pas du tout? J'ai l'impression que non, mais de l'intérêt, beaucoup d'intérêt, oui, pour le pays. Ça, c'est sûr. Pour les contradictions, les folies de Ceausescu, j'aime bien l'architecture, donc en Roumanie, je suis servi. Niveau folie, ça va très loin. Et aussi,
d'autres types. Enfin, l'architecture traditionnelle, je suis fan de Brancusi, donc Brancusi, comme on dit à Paris. Donc, c'est avec plaisir que je découvre ce qu'il a réalisé et je fais découvrir ce qu'il a réalisé à des amis ou des connaissances. Il y a plein d'aspects qui m'intéressent en Roumanie. Est-ce que vous ressentez un certain besoin d'expliquer aux Suisses ou aux autres lecteurs francophones ce que c'est la Roumanie ou, je ne sais pas, négocier un peu, essayer d'être un peu intermédiaire, faire comprendre un peu qui nous sommes, d'où nous venons et pourquoi nous sommes comme nous sommes? À travers ce livre, oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, j'ai enfin compris plein de choses sur la Roumanie, des Suisses romans qui me disaient, la Suisse avait un lien fort quand il y avait Opération Village Roumain qui s'est développée très fort, puisque Ceausescu avait décidé de raser des centaines, voire des milliers de villages. Et les villages de Suisse romande et de Suisse tout court apportaient à manger ou des différents outils dont les Roumains avaient besoin pour aider les paysans roumains. Et quand le livre est sorti, il y a le président de l'association Village Roumain qui existe encore et il est venu me voir. Il a acheté des livres pour les offrir à des personnes qui ont vécu ces événements ou les offrir carrément en Roumanie, la version française du livre. Donc c'était... il y a des liens forts. Le livre est traduit en roumain, donc les gens peuvent le trouver, le lire en roumain maintenant. Je suis très heureux que le livre ait passé la langue, en fait. Pour lequel vous avez eu le prix suisse de littérature. Pour ce texte-là, oui. Ouais. Et vous avez d'autres prix aussi. C'était très étonnant, le livre est vraiment personnel, mais finalement, il parle de notre identité, de la relation au père, à la mère. Il y a cette phrase de Mark Twain qui est mise en exergue. Ce qui compte, c'est quand on est né et le jour où on comprend comment on est né. Du coup, j'ai compris le jour, quand ma mère m'a expliqué comment je suis né, c'était vraiment une révélation. Eh oui, nous faisons partie de la même génération, on sait comment ça se passe, comment ça s'est passé dans la plupart des familles. Le mot de la fin, Elena, să readucem aminte celor care ne-au ascultat până acum ce se întâmplă începând de astăzi. Aș vrea, înainte să detaliez programul, să le mulțumesc 3 minute, foarte, foarte rapid, să le mulțumesc partenerilor noștri, fiindcă, așa cum am spus, ideea a plecat de la Filit, dar Ambasada Elveției în România a fost un partener și este un partener foarte, foarte important. Fără ei, cel mai probabil n-am fi reușit să-l aducem pe Eugen să se joace la Teatrul Național și avem susținerea Fundației Fondului Cultural a Swiss Sponsors Fund. Avem susținerea Centrului Național al Cărții din Franța și o susținere foarte importantă și prețioasă de la Pro Elveția. E important să menționăm că nu este gratis să facem evenimente culturale, dimpotrivă, e un efort financiar și ne bucurăm să putem să beneficiem de susținerea lor. Programul. În seara asta, Eugen va juca Lettre à mon dictateur pe scena Sălii Media de la Teatrul Național la ora 18. Mâine, la librăria Chiralina, Isabel Flückiger va veni să ne vorbească despre Retour dans l'Est, tot la ora 18. Sâmbătă, 2 întâlniri, una cu Marius Daniel Popescu la ora 16 la librăria Chiralina, iar sâmbătă seara este cumva seara cu artificii a festivalului, a mini-festivalului. Este o întâlnire animată de Monica Salvan cu cei 4 invitați. Deci îl avem pe Eugen, pe Isabel Flückiger, Marius Daniel Popescu și Raluca Antonescu, care vor vorbi tocmai despre aceste legături dintre ei și aceste diferențe dintre ei. Iar duminică Raluca Antonescu revine la Chiralina la ora 16 pentru a vorbi de romanul ei Sol și de ultimul roman care tocmai ce a ieșit, Les Trois Cœurs du Poulpe. Mulțumesc foarte mult pentru vizita voastră, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. De votre temps. Merci Bogdan. Oh, voilà, la prochaine fois, c'est de toi qu'on va parler. Hein? Bah oui, c'est clair. On passe pas comme ça inaperçu ici. Bon, je vous souhaite un bon séjour en Roumanie. Profitez bien de vos collègues écrivains et votre public roumain. Și ce să spun, spor la treabă atunci. La revedere! Să aveți o după amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață.